Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon portefeuille à dividendes et on va voir aussi un nouvel ETF qui a intégré mon portefeuille ETF. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires sur ma dernière vidéo de présentation de mon outil de gestion de budget. Je remercie tout le monde des commentaires assez gentils qu'ils ont fait. Et on va passer tout de suite derrière mon fichier de gestion pour mes investissements. Alors, hop, hop, voilà. Ouais. Très bien. Donc, voici le portefeuille global. Avant, je t'avais présenté juste la partie ETF de mon portefeuille. Et voici le montant global en complète transparence avec vous tous. Donc, mon portefeuille a une rentabilité cumulée de 14%, 14,57 à l'heure actuelle, sachant que je l'ai commencé, si on vient dans transactions, hop, au mois de mai 2022. Ça, j'ai commencé par le portefeuille ETF au départ. Voilà. Donc, ça fait 2 ans. Au bout de 2 ans, 14,57. En 2 ans, avec un portefeuille en construction, je suis content de ma performance et c'est très bien. Donc, dans ce portefeuille, on a les plus-values latentes. Bon, bah ça, c'est l'argent c'est la différence entre le montant où on a acheté l'action et le montant de la valeur actuelle. Donc, en fait, c'est pas des gains, hein, c'est des gains éventuels si on vend. Les gains réalisés, là, c'est des pertes. Alors, les pertes, parce que je vends uniquement tout ce qui ne fonctionne pas. Tout ce qui fonctionne, je le garde. C'est pour ça que tu vois voilà, des 20%, 24, 28, 33, 30, 20, 20, 20, 16, 33, voilà. Et généralement, je vends réellement quand ça va vraiment pas. Que bon, j'ai fait une erreur d'appréciation sur l'action ou sur l'ETF. Et c'est pour ça que généralement, je pense que j'aurai que les gains réalisés, j'aurai que des pertes. Il y aura que le montant des dividendes qui vont venir combler ça, je pense, cette année. On arrivera à zéro, mais par défaut, je ne vends pas des actions vu que je prévois du long terme pour mon portefeuille, c'est-à-dire une rente à peu près de 1000 euros par mois pour ma retraite. Donc 62, 65 ans par là-dedans. Voilà. Donc, on va voir la répartition globale. Donc, 34% pour les États-Unis, Europe 59%. J'ai un peu trop d'Europe, je pense. Je vais essayer de remédier à ça. Et mon portefeuille ETF est à 51 et 49 pour le portefeuille dividende. Et ici, on voit la répartition sectorielle de mon portefeuille global. Donc, en première place, on voit qu'on a la finance, en deuxième, la technologie, en troisième, l'énergie, la consommation cyclique, la santé, l'industrie, consommation de base, communication. Après, on tombe en dessous de 5%. Voilà. Après, c'est des petits secteurs qui performent généralement pas. Quoique maintenant, les matériaux commencent à prendre un peu de valeur. Voilà. On va aller tout de suite dans mon tableau d'investissement. Alors, dans mon tableau d'investissement, les 5 premières lignes, comme tu peux le constater ici, hein, c'est le portefeuille ETF exclusivement, et le dernier venu, c'est l'ETF Amundi PEA US Tech. C'est un ETF qui est exclusivement réservé à la technologie dans le but de remettre un peu de technologie dans ma répartition sectorielle. C'est comme ça qu'on va pouvoir agir sur un seul secteur quand on veut, sur plusieurs quand la répartition est bien faite, et ben on va pouvoir agir sur plusieurs avec les achats mensuels. Et c'est comme ça que je pilote plus ou moins mes investissements en fonction de ce que je veux en termes de répartition. Donc voilà, après il y a des règles, chacun se fait ses règles. Généralement, on essaye de ne pas dépasser 25% sur un secteur. Ça voudrait dire que tu es trop exposé sur un seul secteur et c'est pas bon. Parce qu'en cas de chute, par exemple, de la finance, 18% de mon portefeuille, si on va dire la finance chute de 30%, les 18%, je fais une chute de 30% des 18% en prorata. Donc voilà.
faut pas avoir un trop gros secteur. Pour moi, c'est ce que je vise. 25%, c'est le grand max, donc j'ai encore de la marge. Je trouve que la répartition, elle est très bien là. Je pense que la tech, j'aimerais bien que la tech revienne au même niveau que la finance. Mais ça sera dans les achats mensuels que je vais prévoir ça grâce aux ETF, parce que dans un portefeuille dividendes français, les Français ne versent pas beaucoup de dividendes sur la tech, et aussi bien les Américains. C'est pour ça que je l'ai fait apparaître dans le portefeuille ETF, comme ça je peux équilibrer avec l'achat de temps en temps d'un ETF pour mettre plus de poids sur la tech, afin de répartir mes secteurs, la pondération de chaque secteur. Alors, la première ligne de mon portefeuille dividende, c'est ABC Arbitrage. ABC Arbitrage, c'est bien parce qu'on peut le mettre sur un PEA-PME, donc c'est pour les petites et moyennes entreprises, et c'est la même fonction que le PEA classique, sauf que celle-là, elle est réservée aux petites entreprises. Et on a un montant maximum de ce portefeuille de 75 000 euros. Vous ne pourrez pas faire plus de versements que 75 000 euros sur ce portefeuille. Et il a tous les avantages du PE. Donc si vous cumulez les deux, vous avez potentiellement des avantages fiscaux sur 225 000 euros de portefeuille avant que je les atteigne. Il y aura quelques années de passé, je pense. Voilà, ABC Arbitrage, exclusivement une société qui joue avec l'achat et la vente lors des hausses et les baisses de la bourse. C'est comme ça qu'elles font leur beurre dans les épinards. Alors, ABC Arbitrage, alors j'avais fait une petite feuille d'analyse. Est-ce que je l'avais mis quelque part? ABC Arbitrage. Voilà, alors, ça c'est des ratios que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Pour voir comment j'analyse mon portefeuille. Donc c'est comme ça que là vous voyez potentiellement les deux prochaines rentrées dans mon portefeuille, ce sera les deux là, qui ont des excellents indicateurs long terme pour un portefeuille à dividendes. De mon point de vue, hein, tout le monde a le droit de se faire un point de vue. Le mien, c'est celui-là, via les indicateurs que j'ai choisis. Le deuxième, c'est Amundi. Amundi, c'est société aussi financière qui verse des dividendes pendant, ça fait au moins plus de 20 ans. C'est exclusivement ce type de société que je vise, des sociétés qui ont pu verser des dividendes sur les 20 ou 30 dernières années, malgré les crises. Parce que le but, c'est de pas vendre l'action, c'est uniquement avoir une rente sur le dividende versé. Donc, c'est pour ça que les prochains achats seront beaucoup pondérés sur l'historique du dividende, après quelques ratios, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et derrière, ça pourrait être sûr qu'en cas de crise, les dividendes tomberont quand même. Si on prend la dernière crise de 2020 avec le coronavirus, un grand nombre de sociétés ont coupé leurs dividendes. Pour un portefeuille à dividendes, forcément, si vous avez une année où vous n'avez pas vos dividendes qui tombent, c'est un peu compliqué. Donc je voudrais m'axer sur des sociétés qui ont les moyens de passer les crises. Donc Amundi a passé déjà la crise de 2008, de 2001, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne, mais a fait déjà plusieurs crises et je pense que c'est 24 ans, je crois. Amundi, Amundi 3 ans. Je me suis trompé. C'est ABC Arbitrage qui est 24 ans sans avoir coupé leurs dividendes. Donc voilà. Mais par défaut, elle a les moyens de payer. Elle a juste été, je pense qu'elle a coupé pour une histoire philosophique, pas une histoire de moyens, hein, puisqu'elle a fait une année aussi excellente en 2020, 2022. C'est ça, je sais plus. Troisième société, Coface. Coface est une société d'assurance, donc forcément les sociétés d'assurance, elles font très rarement faillite et elles versent des hauts rendements de dividendes à long terme, on va voir ça dans le prochain tableau. Notre quatrième société, c'est Michelin. Alors Michelin, forcément, on sait qu'on aura tous besoin de pneus. En fait, voilà, j'analyse un peu ça aussi de cette manière, c'est que vous aurez toujours besoin de vous assurer, la bourse existera toujours et vous aurez toujours besoin de sociétés d'investissement.
Voilà, c'est des catégories qui ne feront, des secteurs qui ne feront généralement pas faillite. Jusqu'à maintenant, les crises sont passées et ces sociétés-là ont largement réussi à se sortir gagnant de ce type de crise, donc c'est extrêmement bénéfique. Surtout que Michelin, avec la consommation de pneus sur les véhicules électriques, va augmenter de 30%, donc potentiellement, Michelin fera 30% de plus sur son chiffre d'affaires à plus ou moins à moyen terme. Donc par défaut, c'est quelque chose qui va fonctionner dans l'avenir. Elle a plein de projets intéressants, donc c'est super. Cinquième société, c'est Kaufmann Broad, c'est une société d'immobilier. Immobilier, pourquoi? Parce que c'est pareil, ça donne de hauts rendements et c'est celui qui s'en tire mieux dans la crise actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis en gain de 16% sur le secteur immobilier qui est en crise. Donc je sais que par défaut, dès que je vais sortir de la crise, Kaufmann va prendre quelques pourcentages en plus et derrière fera du bien au portefeuille. Malgré que, bon, c'est pas tellement ces indicateurs-là que je suis, qu'ils fassent plus 20 ou plus 30, ça m'intéresse pas totalement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne coupent pas le dividende. C'est la principale chose que je regarde. Alors, sixième, je crois, on est à la sixième, c'est ça, sixième, Métropole Télévision, M6, hein, tout simplement. Qui fait, bon voilà, hein, qui stagne, mais qui lui donne de bons dividendes et qui les verse continuellement chaque année aussi. Troisième, Piscine des Joyaux, c'est une aussi qui va sur le PEA-PME aussi que Kaufmann Broad. Piscine des Joyaux, tout le monde sait ce que c'est, le secteur de la piscine qui fonctionne très bien, qui n'est pas en perte de vitesse et ça fait un peu de diversité dans le portefeuille parce que c'est des sociétés, c'est des small cap. Piscine des Joyaux, c'est une small cap. Kaufmann Broad aussi, je pense. Donc un peu de small cap, c'est toujours intéressant. Bon, la septième société, c'est Ruby, pétrolière et énergétique, parce qu'elle se lance un peu dans le solaire, ce qui est bien. Et bon, on aura tous besoin encore de pétrole, malgré ce qu'on dit à la télé. Hein. Le pétrole n'est pas près d'être fini. On en aura toujours besoin, pétrole, gaz, puis bon, l'énergie solaire, parce qu'il se lance dans l'énergie solaire. Donc très bien pour diversifier la société et qui a une belle remontée dans le portefeuille dernièrement. Quatrième, septième, huitième société, c'est Sanofi. Bon, bah, on ne la présente pas, hein, Sanofi, je pense qu'une grande partie la connaissent. Sanofi, dans le secteur de la santé, c'est un secteur défensif, toujours intéressant d'en avoir un peu. Bon, c'est pas les plus gros rendements, hein, Sanofi, ça doit être 3 ou 4%, on verra ça tout à l'heure. Voilà, qui est là juste en cas de chute du marché, le secteur de la santé, c'est celui qui ramasse le plus, qui augmente en cas de chute de marché. Généralement, c'est les secteurs de la santé qui tirent leur épingle du jeu. Huitième, neuvième, c'est Stellantis, Peugeot, qui a un excellent rendement sur son dividende et qui verse, bon bah vu qu'elle vient seulement d'être construite, elle verse son dividende qui est en augmentation, une bonne augmentation tous les ans de leur dividende. Donc, je pense que c'est la meilleure société française de véhicules qui s'en tirent le mieux au point de vue boursier. Alors, téléperformance, c'est les plateformes téléphoniques. Hein. Plateformes téléphoniques, c'est ceux qui vous harcèlent par téléphone pour vous vendre leurs abonnements, tous leurs conneries à 2 francs 6 sous. Vu qu'ils ont tous les droits, je me suis dit c'était intéressant d'avoir ce type de société. Hein. Ils sont pas prêts de faire faillite. Parce que leur donne tous les droits. Donc, par défaut, je me suis mis dans un secteur qui est, on va dire, qui a des très bons ratios en téléperformance. Point de vue, c'est intéressant à ce point de vue-là. Il fait un chiffre d'affaires qui est en augmentation, à part cette dernière année, je pense que le chiffre d'affaires a stagné, mais qui est une excellente société pour l'investissement long terme. Et la dernière, bon bah après Total Energy, hein, c'est sur le même secteur que Ruby, hein,
pétrole, gaz, électricité, et qui donne un dividende sur je sais plus combien, 20 ou 30 ans. Donc par défaut, voilà un peu. Et derrière, je vais peut-être vous montrer, j'ai la répartition secteur par secteur. Donc si on prend juste pour le secteur, la répartition sectorielle du portefeuille à dividendes, fait que voilà, j'ai beaucoup dans l'énergie, finance, je suis en limite, donc il va falloir que je renforce les autres secteurs. Et puis de toute façon, avec BIC, je vais avoir le secteur, je sais plus s'il y en a une, c'est matériaux, Vika, BIC, non, c'est l'industriel. Donc par défaut, le secteur de l'industrie va reprendre un peu du poil de la bête dans les prochains mois, parce que je vais faire rentrer ces deux actions-là. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est ce qui me guide dans mes achats mensuels, c'est la répartition sectorielle et forcément la répartition ici, le poids de chaque société. Donc le but, c'est d'équilibrer en moyenne, voilà, le pourcentage de chaque société en corrélation avec le secteur que je veux renforcer ou le secteur que je ne veux pas renforcer, que j'éjecte forcément. Donc c'est comme ça un peu que je guide mes achats mensuels, c'est que je prends la répartition, quel secteur que je voudrais privilégier, je regarde quelle société incorpore ce secteur-là, et par défaut, je vais aller renforcer les sociétés qui sont dont la pondération est la moins élevée. Et j'organise mes achats mensuels comme ça. Et le mois d'après, je vais peut-être changer de secteur, ou si je pars de loin, je vais continuer à renforcer le secteur, et vice-versa. C'est comme ça que je fais mes achats mensuels sur mon portefeuille dividende. Donc la rentabilité cumulée sur mon portefeuille dividende est de 12,51. Alors je sais pas, en termes de transactions, j'ai dû commencer en 2023. Il me semble. Dividende, oui, celui-là. 1er janvier 2023. Donc voilà, il est assez récent. Donc on va dire, on est à 1 an et quelques mois. Donc très bien. Je suis content de mon pourcentage qui me va très bien. Les plus-values latentes, on est à 600. Et les gains réalisés, je prends la même philosophie que mon portefeuille ETF. Je vends sur les sociétés que j'ai fait rentrer et que j'ai mal analysées par défaut. Donc je les ai sortis. Ça a été le cas d'ALD. J'avais ALD, elle ne me plaisait pas. Mauvaise analyse, certains ratios étaient pas bons, trop d'endettement, voilà. J'ai préféré la faire sortir. J'avais Nexity aussi, qui avait rentré, que je l'avais fait rentrer au tout début, mais bon, elle s'en sortait mal sur le secteur de l'immobilier, donc je l'ai fait sortir. Donc forcément, quand vous sortez, vous avez forcément de la moins-value. Variation journalière, ça c'est bon, c'est la variation du dernier jour de cotation. L'estimation des dividendes de cette année, c'est 400 €, 388. Le rendement du portefeuille est de 7,24. Donc en fait, là on est sur un rendement annuel du marché du CAC 40 par exemple. C'est la moyenne annuelle du CAC 40. Donc j'ai déjà, juste avec le rendement de mon portefeuille, l'équivalent de la moyenne du marché. Donc je fais aussi bien que la moyenne du marché tous les ans avec le rendement de mon portefeuille, uniquement avec les dividendes et non avec le gain de chaque action, on va dire la plus-value de chaque action qui monte dans le marché. Voilà. Alors ça, c'est un petit indicateur qui me sert à voir l'évolution d'une année sur deux. Donc voilà, j'aurai 210% de plus que l'année d'après. Ça me sert à voir comment se rentabilisent mes dividendes. Donc là, je devrais atteindre les 300 € là cette année. L'année prochaine, je vais essayer de faire mieux, voilà, atteindre peut-être les 500 ou peut-être 600 € si je me débrouille bien. Et logiquement, voilà, d'année en année, d'avoir un portefeuille dividende qui verse de plus en plus et une rentabilité qui augmente chaque année dans chaque domaine. Bon, voilà, après l'objectif, c'était des petits indicateurs que je m'étais donné. 12 000 € de rente, c'est rente nette, hein.
Et c'est le capital du plus loin à atteindre pour obtenir mon objectif. Et là, si je continue, j'ai fait un petit prévisionnel avec les montants que je fais, les montants que j'injecte par mois et sur la même performance à l'heure actuelle, j'atteindrai 280 000. Donc j'atteindrai mon objectif. Mais c'est entre parenthèses, hein. Une chute du marché fait que je les atteindrai plus, quoi. C'est volatile. Donc voilà. Techniquement, à l'heure actuelle, si tout continue comme ça, j'aurai rentabilité plus que prévu. Voilà pour la présentation globale. On va faire une petite passe sur le portefeuille ETF. Je vous l'avais présenté la dernière fois. Je crois qu'on était sur les 22% de rentabilité sur mon portefeuille ETF. Comme vous pouvez le constater, voilà, hein, j'ai fait mon relevé fin du mois d'avril. Une petite chute, je crois que je l'avais dit, hein, dans la dernière vidéo. Comme quoi que le marché avait besoin de respirer, donc il y aurait forcément une chute. Bon bah voilà, on remonte tout doucement, on remonte à 19%. Et voilà. Mon petit dernier monte bien, il est à 5%. Je crois que j'ai dû faire des achats au mois d'avril. Si je prends mon portefeuille dividende, ETF, je veux dire, hop, 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 hop. PEA US Tech, voilà. Les deux achats que j'ai faits, ça a été le 24 avril et le 3 mai. Donc voilà. Donc en un mois, il a pris 5%, mais c'est volatile, hein, c'est de la tech. Il y a un mois, ça va perdre 10, l'autre mois, ça va prendre 10. Mais généralement, c'est un secteur qui performe le mieux dans le monde du marché sur les dernières années. Donc voilà, les plus-values, on est pareil, hein, même philosophie de pilotage, les gains c'est en moins, c'est normal, je jarte ce qui fonctionne pas et je garde ce qui fonctionne. Voilà pour le portefeuille ETF et la dernière rentabilité de mon dernier ETF sur la tech américaine. C'est histoire de faire gonfler un peu plus la répartition sectorielle. Il faudrait que je fasse une répartition sectorielle juste pour mon portefeuille ETF. Vous auriez remarqué que, en fait, si on prend le S&P 500, il est un peu light côté secteur de la tech. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre un ETF avec 10%. Logiquement, et je vais le faire atteindre 10% de tech en plus sur de l'américain. Histoire de booster un peu le secteur de la tech. Voilà pour le portefeuille. On va voir le tableau des dividendes. Bon bah voilà, hein, c'est ni plus moins que ça. Hein. Je rapatrie le nombre d'actions, mon PRU et le PRU total, et le versement des dividendes avec le total qui est ici, avec forcément ça fois le nombre d'actions. Ça me donne voilà 388, 23. Le rendement visé c'était 5% minimum, parce que logiquement, ça me donne une zone d'achat pour mon prix d'achat de chaque action. Mais en moyenne, je suis très bien. Hein. Si on prend Stellantis, j'ai un rendement de 8% sur du Stellantis. Amundi, je suis à 7,69. Total Energy, je suis à 5,48 de rendement du dividende. Kaufman, je suis à... non, c'est Sanofi, je suis à 4%. Kaufman, je suis à 8,81%. Métropole, 9,21%. Michelin, je suis à 4,51%. Ruby, je suis à 8,25%. ABC Arbitrage, je suis à 9% de rendement du dividende. Piscine des Joyaux, 7,41%. Téléperformance, je suis à 3,46%. Et le meilleur, c'est Coface avec plus de 10% de rendement du dividende. Donc, en fait, là, vous êtes à plus de 3 fois le livret A. Hein. Si on veut mettre les choses en perspective par rapport à un livret A à 3%, en une année, vous auriez 3 fois plus avec une action comme Coface. Ce que je vous encourage pas à faire. Hein. Jamais mettre tout son portefeuille sur une seule action. C'est extrêmement risqué. Il ne faut surtout pas faire ça. Voilà pour le portefeuille à dividende et le portefeuille global qui fait que, voilà, donc une rentabilité de 19% sur mon portefeuille ETF et une rentabilité de 12% sur mon portefeuille à dividende. Voilà, je te présenterai peut-être les sociétés un peu plus
précise, si tu mets les commentaires, mets-moi-le dans les commentaires si ça t'intéresse. Je ferai quelque chose pour présenter un peu mieux chaque société. Comme tu peux le constater, hein, le portefeuille est extrêmement rentable, hein, et par défaut, c'est pilotable sans prendre trop de temps non plus. Ça, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Un portefeuille ETF, ça prend 5 minutes par mois. Un portefeuille dividende, forcément, faut suivre chaque action. Et voilà. Mais avec un fichier Excel, ça va très bien. Vous voyez, vous allez voir quelques résultats, vous consultez un peu les news de temps en temps, et puis ça se passe très bien. Voilà pour le portefeuille global que je voulais te présenter. Comme ça, on fera peut-être quelques vidéos pour suivre l'évolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si tu veux une petite info, hein, ne copie pas mon portefeuille parce que mon portefeuille à moi, il est fait avec mon ressenti, hein. Chaque portefeuille doit être le sentiment de chacun avec son aversion au risque. Moi, j'ai des actions, voilà, qui vont pas performer plus que ça. Là, c'est exceptionnel, hein. Du Amundi à 30, voilà. C'est assez exceptionnel avec les 18, 26, 30. Le but n'est pas que l'action prenne 50%. Le seul but que je me donne, moi, c'est qu'elle n'arrête pas de couper le dividende. C'est tout. C'est mon principal axe de travail sur mon portefeuille. Il y en a qui veulent des portefeuilles à dividendes qui performent aussi bien dans la valeur de l'action que dans le dividende, mais ceux-là, généralement, on n'aura pas des rentabilités de 8%, on sera plus sur du 3,5%, du 2 à 4%, et généralement, vous arriverez à avoir des sociétés qui performent un peu mieux sur le long terme, donc vous aurez une augmentation de la valeur de l'action, mais vous aurez un peu moins en valeur de détachement de dividendes. Donc ce qui est normal, hein, c'est que soit elle met une partie de son pognon à vouloir faire développer son business et leur donne un peu aux actionnaires. Les sociétés qui donnent 8%, c'est qu'elles n'ont plus besoin réellement de la totalité de leur liquidité, donc elles en retransmettent une grande partie aux actionnaires pour les contenter d'avoir conservé leur action, tout simplement. Ce qui est, moi je trouve ça normal, il y en a qui trouvent pas ça normal, ça dépend quand on regarde à la télé. Voilà. Mais voilà un peu ma philosophie. Le but c'est par défaut à la fin de mon objectif avoir peut-être un portefeuille 100% dividende. Le portefeuille ETF est juste là parce que je sais que par défaut ça va surpasser les performances d'un portefeuille à dividende, surtout sur de l'américain. Donc et ça me permet d'avoir une répartition géographique dans le temps. Mais à long terme, je pense que le portefeuille dividende sera largement à plus de 50%, mais pas dans les premières années. Les premières années, ça va rester comme ça. Je pense qu'à 5 ans, 5 ans de moins à 5 ans de l'objectif à terme, la répartition du portefeuille ETF va servir de renforcer mes actions à dividendes pour atteindre mon objectif des 12 000 euros de dividendes par an. C'était ça, hein. Je vois plus de chiffres hier. Pour avoir une rente de 1 000 euros par mois. Voilà. Donc voilà, on va repasser comme ça. Voilà pour mon portefeuille d'investissement global. Maintenant, tu le connais en intégralité. Je ferai quelques vidéos par mois pour faire le point si ça t'intéresse. Je présenterai peut-être mes indicateurs, comment je choisis mes actions à dividendes. Ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un, mais tu vois déjà un peu les indicateurs que je suis. Je vais pas en suivre 50 000 pour avoir la meilleure des meilleures actions. Et j'ai pas besoin de faire ça. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est mon point de vue. J'espère que voilà, ça t'a appris des choses ou pas. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir. À t'abonner si tu veux voir les prochaines vidéos avec la petite cloche d'allumer. Je te laisse faire. Je pense que si tu regardes des vidéos sur YouTube, tu connais un peu le principe.
Donc abonne-toi, mets la petite cloche pour être informé sur les prochaines vidéos. Si tu veux rejoindre mon groupe, c'est toujours pareil. Il faut accepter, répondre aux 2 questions d'intégration. Tu seras intégré automatiquement à mon groupe de gestion de budget. Et je te souhaite un bon dimanche et à ciao dans une prochaine vidéo.